La course à pied n'est pas qu'un sport, ce sont aussi des histoires fantastiques, des destins extraordinaires et des vies façonnées au fil des sorties, et des rencontres de ceux qui osent repousser leurs horizons, qui ne voient pas les limites, mais les possibilités infinies. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente Le Récit, l'émission des coureuses et des coureurs à qui demain appartient. Voici leurs histoires. Sunday Night Production. Certains d'entre nous peuvent ressentir le besoin de changer son alimentation, arrêter de fumer, faire plus de sport ou encore passer plus de temps avec sa famille. Mais malheureusement, même quand notre mental nous incite à changer, parfois notre volonté ne suffit pas. Au Japon, il existe une stratégie ancestrale appelée Kaizen. Kei qui signifie le changement et Zen le bon. Mais plus que le bon changement, l'idée qui sous-entend le Kaizen est celle d'une amélioration permanente. Car pour les Japonais, la clé réside dans la volonté de ne pas se brusquer, mais d'opérer des petits changements jour après jour qui, mis bout à bout, donnent de grandes choses. Sans s'en rendre compte, Claude a adopté cette stratégie ancestrale. Et c'est petit pas par petit pas qu'il s'est métamorphosé pour devenir la personne qu'il a toujours rêvé d'être. Mais parfois, on touche à ses limites en essayant de les dépasser. Lors de mon 40e anniversaire, j'ai décidé de faire du sport pour essayer de perdre du poids. J'étais mal dans ma peau, mal dans ma tête, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et je suis monté pratiquement à 100 kilos et j'ai décidé, par moi-même, d'essayer de commencer à courir. Donc quand j'ai repris le sport, après pratiquement 20 ans sans sport, c'était très compliqué. Je n'arrivais pas à courir, enfin, je faisais 2 kilomètres, j'étais essoufflé. J'avais pas la motivation parce que c'est quand même dur de courir sans aucune motivation. Je courais 2 kilomètres, j'arrivais mais j'avais mal de partout. J'avais pas trop envie d'y retourner. Après je me reforce à y aller. Puis au début je faisais ça 2-3 jours, une semaine. Après j'arrêtais 15 jours et je retournais et c'était très très compliqué au début. J'avais pas envie, surtout que j'avais pas envie de courir. C'était pas une chose qui me plaisait. Faire du vélo non plus. J'avais même pas envie de faire du sport. Moi, mon sport avant, c'était la pêche, la chasse, c'était rien à voir avec ça. Que là, c'était un combat avec son corps, avec le mental, et c'était très très compliqué au début. À force d'insister, on commence à être plus facile à courir. Donc au début, je vous dis bien, c'était 2 km, 3 km, 4 km. Après, j'arrivais à faire 5 km, j'arrivais à la maison, j'avais plus de courbatures, j'étais bien, et je commençais à ressentir un bien-être. Mentalement, je commençais à sentir un bien-être. Et j'avais envie d'y retourner dans la semaine. C'est surtout ça. Que les premiers temps, j'avais pas envie. Je rentrais à la maison, j'étais dépité. Maintenant, j'ai envie de courir. Et sur la balance, automatiquement, je commence à maigrir. Ça vient pas tout seul. Mais ça s'est fait sur 8, 10 mois, 12 mois, je dirais. C'était très long, avec beaucoup des moments, le moral en bas, parce que j'y arrivais pas. Et voilà, au fur et à mesure, la forme est revenue. Je pense que c'est la forme qui est revenue petit à petit. Et le corps s'habituait au sport. Donc, je rallongeais après les parcours. Et jusqu'à un moment où j'ai dit, il faudrait peut-être bien faire une petite course. Donc voilà, je suis parti sur un 10 km, 10 km de Romain. Et c'était le début d'un enchaînement de course à pied, si vous voulez. Donc ce 10 km pour moi c'était ma première course, donc je partais vraiment dans l'inconnu. Le dossard c'était quand même très stressant. Je pense que déjà le cardio il devait être un peu dans le rouge parce que j'allais dans l'inconnu. On était quand même était nombreux au départ. Alors bon, il y a la musique, on discute avec des autres coureurs, il y en a qui nous rassurent, il y a d'autres qui sont stressés aussi comme nous de toute façon. Et puis bon, donc déjà après, dès que le coup de sifflet pour le départ est donné, on attaque doucement. Les doutes s'en vont après. Après, on prend son rythme, on se met un peu dans son cocon, et puis on avance. Et là, hop, le souffle arrive, et on se croit dans l'entraînement. Puis dès qu'on arrive vers la ligne d'arrivée, moi j'avais l'impression d'avoir fait le tour du monde. J'étais heureux, arrivé, mais très heureux, pas trop fatigué. Pas les larmes aux yeux, mais une grosse fierté, un aboutissement de tant d'entraînement que j'aurais pas pu faire. Il y avait un an et demi de ça quand je fumais. C'était impensable de partir sur une course comme ça. Donc voilà, c'était un grand souvenir.
Le lendemain matin, après cette première course, j'étais encore sur un nuage, hein. Donc déjà, j'avais envie d'aller recourir, tout de suite. Alors, je suis même reparti courir avec ma femme pour dégourdir les jambes, comme on dit. On était à faire 20 minutes de petit footing, et puis en reparlant de la course, tout, en ressassant, ben tiens, le départ, je suis parti là, j'en ai doublé, je me suis fait doubler, et c'est vrai qu'on refait sa course après. C'est à ce moment-là que vraiment il y a eu le déclic là. J'avais envie de courir, de faire d'autres courses. Donc voilà, l'entraînement après, je suis monté un peu en cadence. Après, j'arrivais 12 km, 15 km, et puis l'envie de dire, tiens, allez, pourquoi pas essayer un semi-marathon. Eh ben, allez, on va le préparer. Alors, par contre, là, c'est 21 km, c'est impensable pour moi, hein. J'ai dit, non, non, mais là, faut être un peu fou. Donc, entraînement, plan d'entraînement qu'on cherche sur Internet, et allez, des plans d'entraînement sur 3 mois. Et puis, on s'entraîne, mais le mieux je m'entraînais, mieux j'avais envie de m'entraîner. Donc là, je pense que je commençais à devenir un petit peu addict à la course à pied. Et arrive le semi-marathon. Donc, je m'étais fixé une barre, enfin un temps limite. Et ben on est parti à Lyon avec les collègues. On a pris le départ. Alors par contre j'étais quand même pas bien, hein. J'ai dit 21 km, mais jamais je vais y arriver. Et là pareil, l'effet de groupe, on se met dans son cocon. Et là il y a eu de bons coups de fatigue, des coups de moins bien, des coups de doute en mi-parcours. Et du coup j'ai fini bien fatigué, mais heureux d'avoir réussi mon premier semi-marathon. Parce que là on parle déjà de semi-marathon. Ben, après ce semi-marathon, la course à pied, c'est devenu un mode de vie. Je me suis fait des collègues coureurs autour de chez moi, autour de Boulieu-les-Annonay. Donc on partait, on se donnait rendez-vous, on partait ensemble et on allait courir, on parlait de nos courses, on se lançait un peu des défis. Évidemment, bon, quand on est coureur à pied sur route, nous, la distance qu'on veut atteindre, c'est le marathon. Pour moi, ça aurait été mon aboutissement. De tous les entraînements, je voulais faire le marathon. Une fois dans ma vie, je voulais arriver à faire un marathon. Mais là encore, on parle de 42 km des poussières, donc gros entraînement, gros challenge. Donc je partais vraiment dans l'inconnu. Donc c'est parti pour s'entraîner pour le marathon de Lyon. À l'automne, je prends donc le départ de ce marathon de Lyon. Donc bon, déjà, on y monte en voiture, donc déjà un gros stress. Parce que là, on partait pour 42 km. Donc on monte en voiture avec les amis, on se gare, on va sur les sas de départ, et là, grosse pression. On attend sur le départ, il faisait beau en plus, il faisait un très beau temps, il y a du monde, alors, il y en a qui plaisantaient, moi je plaisantais pas, je parlais même pas, je crois. J'attendais juste le signal de départ. Et moi, je m'étais fixé une barre, je voulais faire les 4h15 pour un marathon. Et hop, c'est le départ. Et là, j'en sais rien, ce qui m'a pris, je me sens bien. Je suis parti plus vite que ce que j'avais prévu. Et donc ça avançait bien, j'étais en pleine forme. Arrivé au 21e kilomètre, j'avais de l'avance sur ce que je pensé faire. Mais arrivé au 24e, 25e, un coup de mou. Les jambes, mais plus de jambes, plus rien du tout. Obligé de ralentir. Je perdais du temps. Après, j'étais plus du tout dans mon temps. Et donc, le moral à zéro. Et j'arrivais au 33e kilomètre. Je commençais à avoir des crampes, courbatures. Je commençais à marcher même. Je pouvais même plus courir. Et là, le marathon de Lyon, c'est les quais du Rhône, de la Saône. Donc c'est long. Je voyais les premiers, enfin, je voyais les gens, les coureurs qui revenaient. Moi, il fallait que j'aille au fond pour revenir. J'avais plus le moral, j'avais plus rien. Et c'était catastrophique jusqu'au 42e kilomètre. Je l'ai fini. Mais bon, j'ai mis 4h30 au lieu de mettre 4h15, quoi. J'ai perdu un quart d'heure alors que j'avais au moins un quart d'heure, 20 minutes d'avance juste avant. Et ça a été, pour moi, ça n'a pas été un bon souvenir. C'était très compliqué. Ça m'a embêté de rester sur une mauvaise expérience de marathon. J'ai dit non, il faut que tu y retournes. Donc, par la suite, donc j'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait 2 fois le marathon du Beaujolais, j'ai fait le marathon d'Annecy. Voilà, dans ma vie, j'ai dû faire 6-7 marathons. Et après, voilà, je suis venu sur le trail.
J'ai toujours voulu pousser un peu mes limites. Donc en commençant par le 10 km, le semi-marathon, le marathon, il fallait que je trouve quelque chose de plus long. Sur des courses, j'entendais des coureurs qui parlaient de la Saint-Élion. Donc je ne connaissais pas du tout Saint-Élion, je n'avais même pas entendu parler. Puis bon, on s'est renseigné par le biais d'Internet, Saint-Élion, qu'est-ce que c'est cette course, début en plein hiver, course de nuit, du monde au départ. Et bon, ça nous a quand même captivés. Mais voilà, je voulais pas y aller tout seul, donc on s'est motivé à 4 ou 5 pour se dire une année, il faut qu'on fasse la Saint-Élion. Donc allez, c'est parti pour l'inconnu encore, pour une aventure hors du commun pour moi. Hein. Parce que moi j'ai un éto-marathon, donc 42 km, et là on parle de 75-80 km de nuit avec du dénivelé. Moi je ne savais pas trop ce que c'était le dénivelé. Donc nous voilà partis pour Saint-Étienne. Et départ de la Saint-Élion à minuit, il pleuvait quand on est parti, la neige, de la boue, du froid bien sûr. Et là c'est parti pour toute une nuit de course à pied à travers les monts du Lyonnais. Et là ça a été une grosse aventure. Donc la Saint-Élion, ça a été ma découverte pour l'ultra. Et j'ai découvert toute autre chose, l'entraide entre coureurs, l'ambiance parce que bon, quand on part sur des courses comme ça, on n'est plus à 10 minutes, un quart d'heure près pour l'arrivée. Il y a quelqu'un qui se fait mal, on va s'arrêter un moment avec lui. Vous n'êtes pas bien, il y aura toujours quelqu'un avec vous. Dans les montées, on marche, donc on peut discuter avec d'autres coureurs. Et c'est un monde à part. Et là, ça m'a fait vraiment envie de faire du trail, d'arrêter tout ce qui est marathon, qui est course chrono, et pour partir sur du trail, de l'ultra trail. Ça a été ma découverte, vraiment la grosse découverte. Donc à partir de ce moment-là, je décide de me consacrer à l'ultra. Donc l'ultra trail, on parle bien de 100 km, 120 km avec du dénivelé. Donc voilà, entraînement et faire du chemin, du dénivelé, des cailloux. J'ai dit, tiens, allez, on va faire il y a l'UTMB qui me parlait, l'ultra trail du Mont Blanc. J'ai dit, allez, celle-là, c'est quand même tout ultra trailleur voudrait faire. Et donc, hop, je m'inscris, tirage au sort, et j'étais tiré au sort, c'était en 2014. Là. Donc là, par contre, pareil, grosse préparation, c'est une grosse aventure, parce que là, on parle pratiquement de 10 000 mètres de dénivelé, 160 km. Donc là, il faut vraiment avoir un plan d'entraînement. Et donc, préparation sur 6 mois, et puis départ de l'UTMB, fin août 2014. Qui s'est bien passé dans les barrières horaires. J'ai pris le départ, je suis arrivé bien fatigué, mais avec des rêves plein les yeux. Quoi. Je me suis régalé. C'était la course de haute montagne déjà. J'avais toujours cette envie du dépassement de soi-même, donc de l'ultra trail. Donc après l'UTMB, j'ai dit allez, on va essayer de trouver plus long. C'est ça le problème, on veut toujours trouver plus long. Je suis parti après sur le Grand Raid des Pyrénées, donc là c'était du 180 km. Et après ça passe toujours bien, toujours envie de faire plus. Et j'ai entendu parler de la Swiss Peak. La Swiss Peak, c'est une des courses qui est une des plus extrêmes, avec le Tour des Géants. Parce que de par sa technicité, donc c'est beaucoup de cailloux, de rochers, donc qui fait très mal, son dénivelé, 27 000, la distance, 367 km, le froid en montagne, la neige bien sûr, le chaud d'en bas, et c'est une grosse endurance. Il faut gérer son endurance, son sommeil, les repas, la fatigue bien sûr. C'est une grosse course de gestion sur une semaine. Quand je me suis inscrit sur Swiss Peak, j'en ai parlé autour de moi. Donc déjà, ma femme, elle m'a traité un peu de fou. Les collègues, bon après, c'est vrai que j'ai des collègues qui font quand même de l'ultra, mais pas de l'extrême comme ça. Ils m'ont pas traité de fou parce qu'ils savent ce qu'on veut, ils savent ce qu'on recherche nous en ultra trail. On cherche toujours le plus long, plus haut, plus loin. Et donc ils m'ont parfaitement compris. Ils m'ont même encouragé. Ils m'ont dit vas-y, t'as bien raison, il faut y aller. Après, quand vous en parlez à d'autres qui courent pas, oui, ils vous traitent de fou, ça c'est certain. Ils comprennent pas. Et ça, moi,
voilà, je leur en veux pas parce que c'est vrai que c'est des distances, c'est inimaginable. Celui qui court pas, qui fait pas de l'ultra-trail, il peut pas comprendre. Même celui qui fait un semi-marathon, vous leur parlez des ultra extrêmes comme ça, ils comprennent pas. Ils se disent c'est pas possible, c'est pas humain, c'est vrai que c'est pas très humain quand même, mais c'est voilà, c'est à force d'entraînement, de mental, de ce qu'on veut, ce qu'on recherche, quoi. Quand on s'inscrit sur une course comme ça, un extrême comme ça, on n'a pas le droit d'y aller en touriste. C'est même pas possible. C'est une préparation sur un an. C'est-à-dire entraînement. C'est quatre entraînements par semaine minimum. C'est des ultra trails et des trails d'entraînement. Donc avec la famille, c'est un peu compliqué parce que voilà, je m'absente quand même pas mal. Je suis souvent en train de courir. Bon, manger, pareil. Il faut faire attention à ce qu'on mange, à son alimentation. Il faut faire attention à son sommeil. Et il faut vraiment que la famille joue le jeu avec vous. C'est pour ça que des fois, le dimanche, je partais, je faisais des trails le samedi, le dimanche, je courais. Il y a le travail à côté, bien sûr, le travail à la maison. Ça demande beaucoup de concessions. Mais quand on s'inscrit sur un extrême, on le sait que pendant un an, ça va être comme ça. La préparation. Le 17 mars 2020, le président nous fait une annonce comme quoi il y avait le confinement. Nous sommes en guerre. Et là, j'étais en pleine phase d'entraînement. Dans le confinement, on ne pouvait plus s'écarter à plus d'1 kilomètre à la ronde de la maison. Moi, l'entraînement, je fais beaucoup du vélo. Donc, vélo, pareil, c'était interdit. Et ça, j'en faisais pas parce que bon, c'était pas le moment que j'aille me tomber, me faire mal et faire venir les pompiers. Ils avaient d'autres choses à faire. Donc, j'avais des ultra-trails. J'étais inscrit. Ça a tout été annulé. Et donc, je préparais la Swiss Peak dans un rayon de 1 km autour de la maison. C'était compliqué. Trouver du dénivelé, de la distance en restant à 1 km. On n'avait même qu'une heure de sortie. Alors, je m'entraînais, je faisais mon heure, je m'entraînais à la maison, je faisais plus la PPG, préparation physique. J'aurais pu prendre la décision d'annuler la préparation. Et même, je pense que j'aurais pu annuler mon dossard. Mais ça me tenait à cœur quand même de partir à ce Swiss Peak. J'ai dit, allez, tant pis, tu vas t'entraîner comme tu pourras. Tu as les entraînements des années d'avant, tu as l'expérience. J'ai dit non, allez, tu annules pas cette fois-ci, tu vas y aller. Donc j'ai continué à m'entraîner. Après, il me semble que l'été, ils avaient relâché un petit peu. Donc j'ai pu courir un peu plus loin, sans avoir. J'ai prévu tellement des gros plans d'entraînement, des grosses sorties, des gros ultra-trails, que tout ça, je n'ai pas pu faire. Donc j'ai fait mon entraînement, j'ai fait un peu à ma sauce, quoi. En pensant bien faire du mieux. Pour moi, non, c'était pas perdu d'avance, mais inconsciemment, je savais que ça allait coincer, ça allait pas le faire, c'était pas possible. Fin août arrive donc le jour de la course et les organisateurs décident de maintenir la course. Alors, me voilà parti en Suisse avec les accompagnateurs. On arrive pour prendre le dossard. Avec les masques, tout le monde les masques. Alors, j'étais dans un état de grand stress. J'avais mes accompagnateurs qui m'encouragent au maximum. Donc voilà, on prend le dossard, contrôle des sacs parce que le matériel est obligatoire et essayer de dormir un petit peu. Là, on démarrait à minuit en plus. Bon, à minuit, nous voilà sur le sas de départ. Donc un grand stress, quoi. J'étais pas moi-même. Jamais j'ai pris un départ de course comme ça dans un stress comme ça. J'ai dit t'es pas pris, mais qu'est-ce que tu fais là au milieu? Tu aurais dû annuler, tu vas partir pour 367 km, t'es pas prêt, enfin bon, à minuit, hop, coup de sifflet de départ. On démarre déjà par un petit dénivelé, une grande descente sur 2 heures de descente. On a perdu 1000 mètres de dénivelé, descente. Bon, après ça se passe pas trop mal. Bon, la descente ça allait, il pleuvait plus, j'étais pas trop mal. Et attaque la première montée. Là on prenait, c'était 1500 mètres sur 10 km, du gros dénivelé, et des crampes dès le départ. Dès le départ de la première montée, des crampes. Je l'ai su par la suite, dû à mon état de stress d'avant.
Et donc, la première journée, donc des crampes. Après, le soleil se lève, il faisait déjà meilleur. Et j'avais des crampes. Je sentais, dès que ça montait un peu, j'étais à la limite, mais je pouvais quand même avancer. Je trottinais, je courais. J'appelais un peu l'assistance, là, qui sont à la pharmacie, ils m'ont acheté du magnésium en pastille. Il n'y a que ça pour faire passer les crampes. Et je les ai retrouvés à un ravito donc, dans la journée. Là, et j'ai pris ces pastilles de magnésium. Et miracle, les crampes étaient parties. J'avais mal aux jambes, par contre, les muscles, parce que j'avais tellement pris des crampes que je sentais les muscles durs, tout ça, qui me faisait mal. Mais je n'avais plus de crampes. Donc j'ai pu quand même continuer à avancer. Avec ces problèmes de crampes, j'ai la problématique de cette fameuse barrière horaire qui était derrière moi, qui me rattrapait parce que je ne pouvais pas courir. Donc, barrière horaire, si vous n'avez pas d'avance pour les ravitaux, eh ben, vous pouvez très peu vous arrêter, c'est-à-dire vite remplir le camelback, repartir et ne pas se reposer, bien sûr. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'avais réussi à prendre un petit peu d'avance quand même. Mais dans mon plan d'entraînement, j'aurais dû avoir plus d'avance. Donc je me refusais à m'arrêter, à me reposer. Évidemment, en réduisant mes arrêts, je savais très bien que je prenais un risque. Mais c'était le prix à payer si je voulais aller le plus loin sans que cette fameuse barrière horaire me rattrape. Donc j'avançais. J'ai passé déjà la première journée pratiquement sans me reposer. Et mentalement, j'ai dit non, ça ne va pas le faire. Mais j'avançais. J'avais quand même espoir parce que déjà, plus de crampes. Déjà pour moi, c'était phénoménal. J'ai dit, les crampes sont parties. J'étais même bien, je me sentais bien. Après, je grimpais bien. Je reprenais d'avance sur les barrières horaires, mais pas assez pour être confortable. Je voulais encore plus d'avance et là, je pense que j'ai fait une grosse erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est que la deuxième nuit, j'étais arrivé à prendre 6 heures d'avance sur la barrière horaire. Mais moi, j'ai fait d'autres ultra-trails où 2 nuits sans dormir, ça passe très bien. Mais c'est que 2 nuits. Et là, j'avais tout l'entourage qui me disait, bon, il va falloir que tu dormes maintenant, tu as de l'avance. Et ben non, je m'arrêtais plus au ravito, je me ravitaillais bien, mais je refusais de dormir. Quand le corps manque de sommeil, il réagit bizarrement. Et là, j'en ai fait la douloureuse expérience au bout de la 4e nuit. Même pas la nuit, c'est même dans l'après-midi. J'ai commencé à avoir ces fameuses hallucinations. C'est-à-dire que on est parti de la vallée, c'était en début d'après-midi, et on prenait un gros dénivelé. Je suis parti, je montais, on était 3-4 ultra-trailers à partir ensemble. Je montais, donc on montait. Normalement, j'étais bien fatigué, mais ça montait. À un moment, je me suis arrêté, je croyais que je courais autour de chez moi. Je me voyais courir en France, sur des chemins où je vais m'entraîner un peu tous les jours. Et ça faisait ça durait 5-6 minutes à s'arrêter. Je me posais la question, mais par contre, après ça revient. Je dis, mais non, t'es bête, t'es en Suisse, t'es en train de courir, il faut continuer à monter. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis arrivé après en haut à un hameau, il me semblait connaître le hameau. C'est un hameau de chez moi, je croyais que j'étais chez moi. J'ai vu des gens que je connaissais, alors que je connaissais absolument pas. Mais j'étais complètement en hallucination. Je voyais des lapins autour de moi, mais véridique, c'est des trucs qui vous arrivent, mais ça dure 5 minutes. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé ma femme qui n'avait pas pu venir, qui était en France. J'ai appelé ma sœur, alors que c'est mon beau-frère qui me suivait ensuite. J'ai appelé ma sœur chez elle en pleine nuit. Je partais vraiment en vrille à faire du n'importe quoi. Ça commençait à devenir même dangereux pour moi. Après, dans une descente, je me suis retrouvé par terre. Enfin, j'étais ébloui par une frontale. C'est un coureur qui descendait. Je me suis endormi en courant. Donc les genoux écorchés. Lui, il m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui, t'inquiète. Je me suis endormi carrément. J'ai vu repartir. Lui, il me semblait qu'il était sur des rollers. J'ai vu partir en roller. J'ai dit, mais non de chien, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'est arrivé, 4-5 choses comme ça, sur des histoires de 2-3 minutes. C'est ces fameuses hallucinations, si vous voulez. Moi, j'en avais eu déjà des petites hallucinations sur des courses de 2 jours, mais c'est plus des ombres avec les frontales, si vous voulez. On a l'impression de voir traverser un gibier, un truc comme ça, mais c'est plus des ombres. Que là, je voyais des lapins, je faisais du n'importe quoi. Je faisais peur à tout le monde. Mes suiveurs, je les inquiétais plus qu'autre chose. Avec toutes ces hallucinations, on n'a plus le sens d'orientation. Je me suis perdu.
plus de rubalise, je trouvais plus le GPS. Donc heureusement l'organisation elle est bien faite. Sur les dossards il y a le numéro de téléphone de la sécurité. Et eux donc ils arrivent avec les traceurs qu'on a, ils arrivent à nous retrouver. Donc je les ai appelés et ils ont réussi à me guider. J'étais pas loin de la trajectoire, mais au lieu de descendre, j'étais en train de remonter. Il m'a dit non, il faut que tu tournes, tu descends. Et là, ils ont vu qu'il y avait quand même un problème. Mais par contre, après, quand il vous arrive ça, on a eu peur. Moi, j'ai eu peur quand même. Après, on fait bien attention. Et le lendemain matin, j'étais un peu mieux. J'ai pu dormir. Déjà, de dormir 1 heure, je suis reparti. Il n'y a plus d'hallucination. Je suis parti, j'étais bien. Le cerveau s'est reposé. Je pense que c'est une histoire de cerveau qui a besoin de se reposer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais avec ces hallucinations, on n'est plus soi-même. Ça, c'est vraiment étrange à raconter. C'est un genre de rêve, mais en revenant à la réalité, on rêve un peu, on est perdu, on est déboussolé, oui, c'est bizarre, c'est surprenant. Évidemment, avec ces hallucinations, j'aurais pu décider d'arrêter la course parce que je voyais que ça allait pas bien. J'avais même l'entourage qui me disait il faut arrêter, c'est pas la peine. Mais le lendemain, le fait de s'être reposé 1 heure, il y avait encore une bonne on montait dans un col enneigé. J'ai dit tu vas faire par étapes. Il me restait encore bien 140 km à faire. J'ai dit tu vas essayer d'avancer un petit peu. Donc c'est parti, encore pour une journée de calvaire. Mais par contre, la journée, j'étais revenu moi-même. Plus aucune hallucination. J'étais bien, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête. Je pense que c'est un peu le relâchement. Arrivé en fin d'après-midi, on avait un glacier à remonter. Donc voilà, on arrive, on monte au glacier. Et là, le glacier, j'avais prévu de le monter en 3 heures. J'ai mis 8 heures pour le monter, c'est-à-dire les jambes qui étaient complètement à plat. Et là, c'était dangereux, c'était bien dans les rochers. On est monté. Après, là-haut, j'avais l'assistance qui était montée en randonnant pour me voir. Puis qui m'ont dit, allez, tu descends en bas. On est en bas avec le camping-car. Il y avait un ravito. On fera le point en bas. Donc, je suis descendu. Il y a au moins 3 heures de descente, pareil, avec une grosse fatigue générale. Et arrivé en bas, j'étais arrivé à mes 220 km. Il restait encore 100 km. Mais j'étais vidé complètement. Et là, la barrière horaire m'avait rattrapé, par contre. Et là, avec l'assistance, on s'est dit on arrête. Il fallait que je refasse une barre rocheuse derrière. Avec le sommeil, ça allait être même dangereux pour moi. Donc, du coup, on a décidé par nous-mêmes d'arrêter au bout de 220 km. Quand j'ai pris cette dure décision d'arrêter, j'étais à plat. J'avais plus le moral, j'étais plus moi-même. Je ressassais tout ce que j'ai loupé. Donc ces nuits ce sommeil que j'ai loupé, j'ai dit mince, t'as loupé ça. J'étais dépité, complètement dépité. Pour moi, j'avais raté quelque chose. Mais ça dure pas très longtemps. Le lendemain matin, j'ai dit non, tu vas pas rester comme ça. Tu y retournes l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc voilà, ça dure pas longtemps. Après, en discutant avec l'entourage, après je me refais la course. J'ai dit mais finalement t'as bien fait d'arrêter. Ça aurait été dangereux. Ça se trouve tu te serais blessé, tu serais tombé. C'est une course quand même il y a beaucoup de rochers. Hein, il faut être quand même bien soi-même. Hein, il faut pas prendre de risques. Il faut avoir la lucidité. Hein. Et moi, finalement, même avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu de blessure. Donc je m'en suis quand même bien tiré. Ce que j'ai appris suite de cet échec, c'est qu'on ne part pas sur une course extrême comme ça, sans entraînement, sans du sérieux sur l'entraînement. Moi, j'ai fait cette erreur de vouloir la faire, mais je ne le referai pas. C'est perdu d'avance, c'est dangereux pour soi-même. Ne jamais faire ça. Il y a peut-être des cas exceptionnels, mais non, je ne crois pas. Je reprendrai le départ de cette course, car voilà, je ne voulais pas rester sur un échec. Donc je vais prendre le départ déjà avec un bon entraînement, moins stressé, en espérant que cette fois-ci ça passe. Maintenant, pas refaire 2 fois la même erreur, c'est-à-dire dormir. Il faut dormir, il faut gérer son sommeil. On n'a pas le choix, j'ai pas le choix. Et voilà, j'ai mis tous les atouts de mon côté. Et puis voilà, je partirai faire cette course. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux pour adresser un mot à notre invité. Une publication lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de nous raconter votre histoire avec la course à pied, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr.
Ce programme vous a été proposé par Salomon. Façonne le futur du sport depuis 1947. Salomon, Tomorrow is yours.